Dans le contexte 350e anniversaire Fondation Ville-au-Cap, 200e anniversaire la mort Henri Christophe, mais tout 10 l'année après le tremblement de terre de janvier 2010 là, Radio Guacanagari a porté pour nous projet Boyoa qui visait sauver la vie haïtienne, femmes ou garçons, préserver patrimoine historique noir, permettre population Grand Nord connaître comment pour y comporter avant, pendant et après catastrophe naturelle qui a venu. Projet Boyoa pour composer d'une série d'émissions audio et vidéo avec un pile personnalité. Pour sortir ça, l'équipe Boyoa a fait un petit parler avec l'ingénieur Claude Petit, qui est directeur bureau mine et énergie dans le pays d'Haïti. Bon, moi j'ai une formation d'ingénieur géologue. Je fais études en Haïti, dans la faculté des sciences. Côté que je recevoir un diplôme d'ingénieur civil avec une licence en géologie appliquée à la recherche minière. Ensuite, je suis parti en France, je suis spécialisé en géologie d'ingénieur à l'école des mines de Paris. Et depuis après formation dans la faculté des sciences, je travaille dans l'État. Je commencé dans l'INAREM, Institut national des ressources minérales, jusqu'à aujourd'hui. J'ai une longue carrière dans la fonction publique et je gravi tout échelon dans le secteur minier. Et à présent, je suis directeur général du bureau mine et énergie. Je suis professeur dans l'université. J'ai 25 ans de carrière d'enseignement. Donc, j'ai enseigné mécanique des sols, géologie, et matériaux de construction, fondation, dans presque toute faculté génie civil avec agronomie. Le 12 janvier 2010, nous avons une chance extraordinaire parce que chaque mardi, nous avons un cours dans l'université GOC, dans Ruelle Nazon, côté que le cours a été fait dans une salle parce que GOC était fait reconstruire. Nous sommes dans le deuxième étage. Donc c'est là que je fais cours de fondation et mécanique des sols pour étudier en GOC. Chaque mardi de 5h jusqu'à 7h du soir, il y a un cours. Le tremblement de terre a fait le mardi. Donc en principe, le tremblement de terre de prendre dans GOC. Mais il se trouve qu'au début de l'année 2010, l'homme arrivé dans l'université, il dit que pas suffisamment d'étudiants qui sont inscrits pour cours. Donc session ça, il va bailler quoi. Donc je vais venir dans la session après. C'est ainsi que je dis, bon, rete la caille ou pas venir. Et je dis rien, je rete la caille. Et je joue ça, je suis dans le bureau, 12 janvier 2010. Et vers midi, je travaille sur un livre sur la cathédrale Port-au-Prince. Je viens entrer dans la caille pour continuer le travail. Je quitte le bureau, je monte la caille. Donc, le tremblement de terre prend la caille aux environs de 5 h d'après-midi. Donc, la caille n'a pas crasé. Il était affecté tout petit. Et le lendemain, je apprends que GOC est tombé. Je saute d'Elma à pied, je suis allé, GOC était plate à terre. Tous les étudiants qui étaient là-dedans, il y a plus qu'une centaine d'étudiants qui étaient morts. Il y a des professeurs qu'on a parlé avec, qui ont fait cours sous côté là. Les professeurs étaient péris dans le tremblement de terre. Et le bureau, côté de tout, le bureau des mines, il était écrasé tout. Donc, tout côté de hier 12 janvier, je me batte là, je la caméra et la caméra était intacte. Donc, je me suis sauvé le 12 janvier 2010. Et quelle que soit la faculté que je suis hier, tout est écrasé. Par exemple, l'université Kiskeya, quel que soit le côté, il est écrasé. Et si je suis là, je suis victime. Bon, il y a différents types de tremblements de terre. Il y a un tremblement de terre d'origine tectonique. Ça veut dire que c'est plaques écorce terrestre qui a bougé tout doucement. Il a frappé avec l'autre. Et le plaque ça a frappé, il a cassé, il a provoqué des fractures qui auraient des failles. Donc, puisque les plaques ont continué à bouger, donc, il y a des pressions, des contraintes qui ont accumulé sous failles. Et pression ça a accumulé pendant un certain temps, très long. Et ils vont il n'est pas capable encore de libérer l'énergie. Et il y a une cassure qui fait dans l'écorce terrestre là. Donc, il y a une rupture qui fait en profondeur. Et ça a provoqué un tremblement de terre. Et le tremblement de terre, ça a fait en profondeur, au côté créé les foyers. Maintenant, projection foyer en surface, c'est épicentre là. C'est là que le tremblement de terre est plus fort en surface. Et c'est à partir de là que l'onde a commencé à propager. Et l'onde, quand même, il va joindre des cailles, il va joindre le monde, et puis il va faire des dégâts. Donc, le tremblement de terre, c'est d'origine tectonique. Il y a des tremblements de terre qui sont d'origine anthropique. C'est l'homme, les hommes qui provoquent. C'est-à-dire que si vous faites une explosion nucléaire souterraine, ou faire une bombe exploser dans le sol là, eh bien, la comporter le tremblement de terre, il y a des zones qui peuvent propager dans le sol là, qui peuvent faire autant de dégâts
que le tremblement de terre tectonique. Mais il y a une façon pour différencier le tremblement de terre tectonique de tremblement de terre anthropique. Ce n'est pas même un enregistrement. Ensuite, il y a une agence internationale qui est l'AIEA qui mettait des appareils pour surveiller justement ce genre de phénomène. Ils ont interdit que l'État fait des essais nucléaires souterrains parce que côté où on fait essai, ce n'est pas au même cap victime, on doit propager. Il y a des États qui n'ont rien pour louer avec essai, c'est les mêmes cap victimes. Donc ils ont interdit que l'État fait essais nucléaires souterrains. Donc ils mettent des appareils qui veillent. Donc ce n'est pas des bagages qui fait facilement. Non, si on regarde les distances États-Unis et Haïti, on doit propager là à une certaine vitesse. Donc, naturellement, le tremblement de terre il fait dans un secteur bien déterminé. Par exemple, au magnitude 7, il n'a pas dépassé un rayon de 30 km tout pour un cercle. Donc, si on regarde les États-Unis par rapport à Haïti, un rayon de 30 km, il va atteindre vraiment Haïti. Donc, c'est un bagage qui est vraiment local, qui est localisé. Non. Il y a une différence entre prévision et prédiction. La prévision, c'est une estimation probabiliste de possibilités pour que un phénomène sismique. La science, en mesure, fait des prévisions. Il base sur des paramètres très techniques, sous présence faillot, sous sismicité historique, sous série de phénomènes, qui est capable de dire que bon, zone ça, il y a une possibilité pour que un tremblement de terre, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, après un tremblement de terre dans zone ça. Mais la prédiction, elle est précise. Il dit que qui joue, qui date, qui l'heure, qui côté et avec qui intensité que le peut faire. Dans l'état actuel de la connaissance, la science n'est pas en mesure de faire des prédictions pour dire que le week-end, il y a un tremblement de terre qui va le passer. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a une rumeur, il dit que, attention, le week-end, ça, pas le tremblement de terre, eh bien, c'est farfelu. C'est rumeur que lié parce que la science n'est pas en mesure de faire de telles déclarations. Donc, il est capable de faire des prévisions, mais pas des prédictions. Bon, du fait qu'on n'est pas capable de faire prédiction, ça ne veut pas dire que la science n'a pas de travail pour faire prédiction. Parce que le jour que la science arrive à faire prédiction 24 heures, 48 heures avant une secousse, ça a un gros progrès, il y a pile de vie qui est capable de sauver à partir de prédiction. Ça. Donc il y a pile de recherche qui a faite dans le laboratoire de sismologie et recherche très avancée. Mais espérer que dans les années à venir, eh bien, il y a des technologies qui permettent de nous faire des prédictions. Tant coup avec ordinateur et autour, il y a des simulations. Mais actuellement, il y a des techniques que les Chinois ont utilisées et les Américains ont utilisé le tout en Californie. Côté que, sous base d'un observatoire ou réseau de surveillance, eh bien, depuis que l'appareil a déclenché, il y a des alarmes qui captent l'appareil là et puis transmettent ce signal là par des gens qui avertissent que dans quelques secondes, pas de tremblement de terre. Mais jusqu'à présent, par exemple, au Japon, c'est 8 secondes qu'on gagne seulement. Le tremblement de terre fait, on gagne 8 secondes pour aller. Et l'appareil, ça a coûté plus que 8 millions de dollars. Donc, c'est des appareils qui sont très chers. Et le temps d'évacuation est très court. Donc, pour moi-même, il n'est pas viable. Si on a investi, on va gagner le cob. Je encourage à investir dans ce type d'appareil plutôt que d'investir dans la construction. Parce que le problème tremblement de terre, c'est la construction avec comportement. Bon, depuis 2015, le Bureau des mines a installé un réseau de surveillance sismique qui n'a pas existé avant 2010. C'est un pas extrêmement important la prévision parce que chaque mois, nous sortons un bulletin pour nous dire combien de secousses qui fait et dans quelle zone qui est fait. C'est ainsi que depuis le commencement de l'année 2021, eh bien, chaque mois, nous sortons un bulletin. Un bulletin qui sorti en janvier 2020, il y a un en février, il y a un en mars, il y a un en avril. Et nous travaillons pour le mois de mai. Si nous prenons les 2 derniers mois, mars et avril, en mars, il y a 44 secousses. Mais secousses, c'est des petites secousses avec des magnitudes comprises entre 1,2 et 3,6. Donc, qui varient de mineurs à très mineurs. Mais secousses, c'est très important pour noter, parce que ça permet de connaître qui zone qui est plus sollicitée que l'autre. Et ensuite, qui gens que sismicité a répartie sur le territoire. Ça permet de faire encore des prévisions. Donc, pendant le mois de mars, nous avons enregistré 44 secousses. Et nous voyons que pendant le mois d'avril, là, nous avons enregistré 64 secousses, ce qui veut dire qu'il y a une augmentation de près de 40%. Donc ça veut dire pour nous. Ça veut dire que la sismicité est très active dans la zone Caraïbe, et particulièrement en Haïti. Et elle est encore plus active du côté dominicain, du côté de Porto Rico. Parce que nous voyons que la zone Porto Rico a secoué sérieusement. Donc, nous suivons l'évolution de Bagayo.
Et ce qui était important, c'est que nous répartissons ce coup à travers tous les départements géographiques d'Haïti pour nous capables de connaître qui département qui est plus sollicité que l'autre. Ça permet de nous faire des prévisions. Maintenant, donner ça, dans quel but que nous faisons? Pour nous avertir l'autorité qui prend des décisions pour limiter les dégâts. Donc, ce sont des faits, ce sont des chiffres. Et les chiffres, ça doit aller dans le service du ministère, donc l'environnement, ministère de l'Intérieur, pour dépouiller, travailler, pour être capable de faire des prévisions dans le département qui est capable de beaucoup plus solliciter que l'autre. Nous constatons que depuis début année 2021, il y a 3 départements, ça fait pour la 4e fois que ça a répété, il y a 3 départements qui sont beaucoup plus sollicités. Le département du Nord-Ouest, le département du Sud-Est et le département de l'Ouest. Et en 4e position, le département des NIP. Tout ratio, bon, pas trop ce que ça donne. Mais 4 départements, ça, il faut que nous gagnions à l'œil. Surtout le département du Nord-Ouest, ça fait que pour la 4e fois consécutive pour l'année 2020, eh bien, le département ça, il présentait beaucoup plus de séismes que d'autres départements. Bon exemple, pour le mois d'avril 2020, nous avons enregistré 64 petits tremblements de terre, mineurs à très mineurs. Dans 64 là, il y a 33 qui fait uniquement dans le département du Nord-Ouest. Ah oui. Ce qui veut dire qu'il y a 51,6% de tremblements de terre pour moi qui fait l'un seul département. Et deuxièmement, c'est dans le Sud-Est. Donc à 2 départements, ça a plus de 80% fait dans 2 départements. Donc ça doit mettre plus à l'oreille pour l'autorité. On connaît que il y a des départements qui ont secoué sérieusement. Eh bien, il faut que nous fassions focus sur eux, faire zoom pour nous préparer des plans de contingence, pour nous vraiment prendre des actions pour que le jour que tu as un plus gros tremblement de terre, eh bien, nous sommes capables de faire face à lui-même. Une expérience qu'on a fait avec COVID-19, nous avons commencé à comprendre une série de termes. Ça veut dire prévision. Ça veut dire préparation. Par exemple, en termes de prévision pour COVID-19, là, il dit que distanciation sociale. C'est une prévision que il dit que l'eau a toussé, eh bien, fait l'encoudou. Il dit que faut la remettre. Tout ça, c'est des mesures préventives. Et ce n'est pas des mesures qui sont capables d'empêcher que vous gagnez maladie. Mais c'est une prévision que liée. Maintenant, préparation, c'est santé publique. Qui préparation que le fait? Est-ce qu'il y a des hôpitaux? Est-ce qu'il y a des urgentistes? Des médecins? Est-ce qu'il y a des médicaments? Combien de lits d'hôpitaux? Parce que de toute façon, on a recevoir COVID-19 là. Donc, il faut préparer pour le venir pour faire face à lui-même. Donc, c'est 2 paramètres totalement différents. Prévision et préparation. Et tous 2 paramètres, ça, ils sont coiffés par un terme qui est mitigation. Mitigation veut dire prendre des mesures pour limiter les dégâts. Donc, en termes de menaces, que ces menaces bactériologiques, épidémiologiques, menaces naturelles, eh bien, nous devons pratiquer la prévention d'un côté et la préparation de l'autre. Maintenant, pour le tremblement de terre, qui prévention que nous sommes capables de faire? C'est diminuer bien construit. On va dormir dans le caille, assurer que le caille est bien fait. Soit investi pour faire construction, eh bien, utiliser les normes parasismiques parce que nous vivons dans un pays à risque sismique. Caille là, c'est lui-même qui a tombé sur vous, le tremblement de terre a fait. Donc, assurer que le caille là est bien fait. Et deuxième paramètre de prévention, c'est le comportement à avoir. Parce que le caille là secoué, vous êtes capable de paniquer, vous êtes capable de faire n'importe quoi et vous tuer tête. Donc, il y a une éducation pour les pour que le connaisse, le caille là tremblé, il connaît que le caille là bien fait. Eh bien, qui comportement pour le gagner avant, pendant et après. Si vous êtes dans l'école, qui comportement pour le gagner dans l'école ça. Parents la caillou, tremblement de terre fait, qui comportement pour le gagner pour ne pas courir pour la rue pour la tuer tête. Tout ça, c'est la prévention. Maintenant, au niveau de la préparation. Préparation, c'est institution pour qu'ils mettent des mesures pour que le bagage à la fin fait qu'on y a là, ils ont en mesure de porter des secours. Pour ne pas attendre que c'est la communauté internationale qui a mobilisé les gens après 3 jours pour venir porter secours. Après 3 jours, les gens n'ont pas de décombres, là trop tard. Donc, il faut gagner des secours de proximité. C'est nous-mêmes qui sommes prêts pour nous porter des secours. Maintenant, au niveau de la commune, il y a des plans de contingence. Plan de contingence là, c'est une sorte de programmation qui dit qui fait quoi, quand, où, avec quoi. C'est un plan qui dit que si le tremblement de terre s'est fait, même les gens qui ont intervenu, même moyens que nous gagnons,
mais moyens que nous disposons, mais qui gens qu'on a fait face à lui-même. Donc, plan de contingence là, c'est le maire qui est responsable commune, qui a dirigé avec toute institution qui gagne dans la commune. Donc, il y a ce qu'on appelle le comité communal de gestion des risques et des désastres. Et au niveau du département, il y a le comité départemental de gestion des risques et désastres qui est dirigé par le délégué et qui est adjoint au technicien de la protection civile. Donc, il y a une structure qui est là pour faire face à ce phénomène. Maintenant, phénomène, si on connaît que la privée, il faut préparer qui gens pour intervenir. On n'est pas capable d'improviser le phénomène d'arrivée. Maintenant, si la commune est dépassée par les événements, ou l'autre commune est capable de porter secours, l'État central est capable de porter secours. Si maintenant l'État haïtien est dépassé par les événements, il est capable de demander secours à l'autre État, tant que Martinique, Guadeloupe, République dominicaine. Donc c'est ça le plan de contingence. Maintenant, plan de contingence là, il veut que tout le monde connaisse exactement ça que la donne. Et à l'intérieur du plan, il faut tester. Il faut donc faire des simulations. Et ça veut dire des SIMEX, exercices de simulation, pour que, en grandeur nature, nous supposons que le tremblement de terre, et puis nous voyons que qui gens acteurs ont réagi pour que nous corrigions ce qu'il faut corriger. Si on a un défaut, un problème là, nous corriger pour que nous prêts le tremblement de terre fait pour nous réagir face à ce phénomène. Donc ça, c'est la préparation. Mais en dehors de ça, il faut que nous pratiquions la prévention. Et prévention est indispensable parce que la prévention coûte beaucoup moins cher que la reconstruction. L'autre pays où pas faire prévention, ou pas faire préparation, eh bien, ou plonger tout droit dans la reconstruction. Les pertes en vies humaines sont excessives, les dégâts matériels sont extrêmement importants. À ce moment-là, on ne peut pas foutre un corps pour faire reconstruction. Alors que si on fait prévention, on a besoin de moins de corps pour faire reconstruction. Et il y a moins de monde qui mourir. Le tremblement de terre fait, côté qui subit plus de dégâts, c'est côté que l'épicentre est situé. Et ça fait que là, nous émettons un bulletin, nous dit que qui côté que l'épicentre tremblement de terre, c'est-à-dire zone épicentrale là, c'est là qu'il y a plus de danger. Mais attention, onde là, côté que le fait là, il propage dans le sol là, il est capable d'aller très loin. Donc il y a des départements qui sont très loin, qui ne sont pas concernés par ce qui a passé dans l'autre département, qui est très à risque. Et bien, le département ça est capable de toucher, dépendamment du type de sol qu'on gagne dans le département ça. Parce qu'il faut que nous bien comprenions que l'on zone, là c'est roche qui est en terre, nous construisons là sur roche, on sismique ça, le rive, il passe dans la roche là, et bien il passe rapidement, terre secouée, mais on ne l'a pas arrêté. Si le n'est pas bon, il va tomber. Mais là où l'on zone, c'est des alluvions, c'est sol mou, c'est argile, c'est terre liée, ou construit en terre, mais on sismique ça, le rive, eh bien on s'est piégé par type de sol ça, il prend le brasser terre, il prend plus de temps la donner, il a duré plus de temps, et quand il a secoué plus, et des dégâts capables considérables. Nous avons voir que, côté que le département épicentre situé, pas grand pile de dégâts, puis l'autre département qui est beaucoup plus loin, mais puisque le type de sol là lui-même, de recevoir ce coup-là, il y a plus de dégâts dans le département ça que côté que l'épicentre fait. Donc il faut faire très attention, et ça fait que une étude qui est faite après 12 janvier, ou étude qui aurait le microzonage sismique, qui étudie le sol dans presque plusieurs communes pour dire même type de sol qu'on gagne, soit faire construction, même mesure pour prendre pour que ou adapter le sol ça à type de construction qu'on va faire pour que le ça pas effondrer. Donc, c'est une étude qui est faite. C'est des documents qui sont disponibles faits pour la région métropolitaine de Port-au-Prince, département de l'Ouest. Donc, Port-au-Prince, Pétionville, Delma, Cité-Soleil, Étabar, études ça va exister. Donc, bureau d'étudiants capable de consulter le a reconstruit, ou bien encore il a construit le bâtiment, pour que le bâtiment lui conforme à normes sismiques. Même étude ça fait tout dans le Grand Nord, parce que nous connaissons qu'il y a deux zones à risque sismique en Haïti. C'est le département de l'Ouest, la presqu'île du Sud et le Grand Nord. Pas oublier que le tremblement de terre prend naissance sur des failles. Donc les sources sismiques, c'est failles. Depuis que vous identifiez failles et que failles sont actives, il y a possibilité pour qu'il y ait un tremblement de terre dans la zone. Eh bien, il y a une grande faille qui traverse toute presqu'île du Sud là, ce qui fait que toute presqu'île du Sud là, c'est une zone à risque sismique. Et dans la presqu'île du Sud là, il y a 5 départements géographiques. La Grandance, le Sud, le Sud-Est, les NIP, l'Ouest. Donc, tout département ça, c'est des zones à risque. Zone nord là, c'est une zone à risque encore. Où il y a 2 failles sismiques, c'est la faille septentrionale qui traverse
tout nord là, dans la mer, entre la Tortue et le Mont Saint-Nicolas. Et il y a aussi la faille nord d'Hispaniola qui est à 50 km. Donc c'est deux failles deux sources sismiques dans le nord qui sont capables de provoquer des dégâts considérables dans le nord. Maintenant, faille ça, l'offre identifiée. Qui ça qui dit que faille ça est capable de provoquer des dégâts? Eh bien, nous basons sur la sismicité historique. On a par exemple le Grand Nord. Eh bien, sous faille ça, dans le passé, il y a une série de gros tremblements de terre qui étaient passés, qui étaient fait un pile de dégâts. Et je cite quelques dates. En 1842, en 1897, en 1887, pardon, et 1818, 1956, 1962. Et dernier secousse en date qui a provoqué des dégâts matériels, c'était le 6 octobre 2018, dans la zone Port-de-Paix, qui a eu un tremblement de terre de magnitude 5.9, qui a provoqué 17 morts et plus de 300 cas étaient effondrés. Donc, nous sommes capables de dire que dans le nord, du point de vue de la sismicité historique, eh bien, il y a un pile de tremblement de terre qui est fait dans le passé et tremblement de terre ça bien plus refait encore dans le futur. Chaque tremblement de terre a un temps de retour et ça y aurait une période de récurrence. Qui j'ai pour connaître une période de retour là, c'est des catalogues historiques. Il faut avoir une période d'observation qui est basée sur des siècles et des siècles que nous n'avons pas gagné en Haïti. Donc malheureusement, le plus gros tremblement de terre qui fait en Haïti, c'était en 1842, mais nous ne connaissons pas période de retour tremblement de terre ça. Donc 1842-2020, ça fait quand même 178 ans depuis que ça fait. Est-ce que période de retour tremblement de terre ça, c'est 200 ans? Ça veut dire que nous avons 22 ans encore pour le faire. Si c'est ça, si nous prenons des mesures, nous sommes capables de sauver des vies et des biens. Il se pourrait tout que période de retour ça, c'est 175 ans. Or, actuellement, nous sommes en 178. Ça veut dire que nous passons période de retour là. Donc c'est sous roue libre que nous y est. Donc ces jours-ci, nous devons attendre à n'importe quel moment que ce coup ça a retourné encore. Donc comme nous ne connaissons pas, la seule façon pour nous faire face à lui-même, c'est par la prévision et la préparation. Puisque deux sources sismiques, la faille septentrionale et la faille nord Hispaniola, c'est dans la mer que vous passez. Or, depuis que une faille passe dans la mer, avec une secousse de magnitude supérieure à 6.5, aux profondeurs de moins de 50 km, il est capable de provoquer un tsunami. Et en 1842, il y a eu un tsunami qui a provoqué des vagues dans la mer de plus de 5 mètres de hauteur. Donc, je prévois que si le tremblement de terre est pour le faire encore dans le nord, 20 minutes plus tard, il y a eu un tsunami qui a envahi toute côte nord là, depuis le nord-ouest jusqu'à Fort-Liberté. Donc 20 minutes, en l'espace de 20 minutes, eh bien, vague la mer a privé. Nous pourrons ajouter à ce coup sismique. Parce que ce coup sismique là, l'a jeté caillou. Et ensuite, vague là a privé. L'eau la mer a entré en dedans. Donc, porter ce coup est extrêmement difficile. Donc, même degré de catastrophe a privé encore dans le nord par rapport à ça que nous avons enregistré dans Port-au-Prince. On a par exemple 1842. Je dis que c'était une magnitude 8. C'est le plus gros tremblement de terre qui était fait en Haïti, dans le nord. Magnitude 8. Il a provoqué un tsunami. Je dis que le tremblement de terre a tué 5000 personnes sur une population de 10 000 habitants qui étaient au Cap-Haïtien. Donc, c'est un tremblement de terre qui a tué moitié de la population au Cap-Haïtien. Le tsunami a causé près de 300 victimes, 300 morts. Aujourd'hui, la commune Cap-Haïtien a plus que 300 000 personnes là-dedans. L'on le Grand Nord, c'est-à-dire que Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord, Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Ouanamet, population plus que 700 000 personnes. Donc, population augmentée. Ils ont enregistré plus que 95 000 constructions. Ils prévoient que plus de la moitié a tombé. Infrastructure autant que route, pont, port, bagages a tombé. Donc, nous sommes très vulnérables. Lycée, l'école a tombé, l'hôpital a tombé, parce que la construction ça a très mal faite. Maintenant, si nous ne prenons pas sans souci par la ville Cap-Haïtien, sans souci situé à peu près à 15 km au sud du Cap-Haïtien. Citadelle-la Ferrière située à peu près à 20 km au sud du Cap-Haïtien. On dit que si l'épicentre est situé dans la mer, au nord du Cap-Haïtien, donc sans souci avec Citadelle très loin. Pas oublier, nous dit que on l'a propagé et l'a passé dans le sol là pour atteindre des zones
et capable de des dégâts qui sont très loin. Là, nous quittons au Cap Haïtien, nous prenons la plaine du Nord. La plaine du Nord est constituée de sédiments, de sol mou. Ce qui veut dire que on ça après propager le sol ça et atteindre Milo qui est situé dans le sédiment ça. Et d'ailleurs, en 1842, c'est tremblement de terre ça qui a détruit le palais de Sans-Souci. Depuis lors, ce palais n'a jamais été reconstruit. Ça fait 178 ans. L'église de Milo a été affectée, mais dernièrement là, il y a une flamme, toiture a effondré, mur il était chauffé sérieusement. Est-ce que le mur a la même résistance? Est-ce qu'il est capable de supporter le tremblement de terre qu'a fait dans la zone Cap Haïtien? Nous doutons fort. Ce qui veut dire que faut que nous penchions nous sur le pour que nous essayions de conserver le patrimoine. L'on prend la citadelle de la Ferrière, tremblement de terre 1942, et affecté. Lui-même, il a une chance parce qu'il n'est pas situé à l'alluvion, il est situé sur le rocher, le bonnet à l'évêque qui est constitué de calcaire. Mais malgré tout, en 1942, il y a une partie de la citadelle qui était affectée. Donc tout ça, nous pensons que si même tremblement de terre ça a refait aujourd'hui, eh bien, ni palais de Sans-Souci qui est en ruine, ni citadelle de la Ferrière qui a subi des transformations, eh bien, tout patrimoine sérieux a affecté à nouveau par le tremblement de terre là, et nous ne sommes pas issus de ça qui a arrivé avec le patrimoine sérieux. Bon, dans le nord d'abord, parce que nous devons prendre des actions dans le nord, dans le Grand Nord, et ensuite pour le patrimoine sérieux. Dans le Grand Nord, limiter les dégâts, c'est mieux considérer l'espace côté que bâtiment. Parce que je vous dis que ce n'est pas onde sismique qui a tué les gens, c'est bâtiment qui mal fait, qui tombent sur les gens, qui tuent les gens. Or, les constructions dans le Grand Nord sont très mal faites. Je prévois que plus que 50% de bâtiments dans le Grand Nord qui ont effondré. Je pense que dans ce premier temps, il faut que les bâtiments publics, tant que l'école, l'hôpital, délégation, mairie, PNH, commissariat, prison, aient un travail de renforcement pour qu'ils fassent. En prévision à prochain tremblement de terre. Le renforcement des bâtiments, demander des ingénieurs qui sont spécialisés en structure, en parasismique, renforcer les bâtiments pour qu'ils ne soient pas effondrés, pour qu'ils protègent les bâtiments, qui sont des bâtiments à fort enjeu. Et particulièrement les écoles. Parce que la population dans le Grand Nord est constituée surtout de jeunes. Il y a plus que 50% de jeunes. Et les gens dans l'école. Et quelle que soit l'heure que le monde a fait, probablement si les gens apprennent dans l'école. Donc si nous renforçons la structure de l'école, c'est autant de jeunes qui sont épargnés, donc c'est autant de vies que nous avons sauvées. Donc il faut que nous ayons un programme pour renforcer les bâtiments à fort enjeu, tant que l'école, le lycée, demander bâtiments et l'école privée, eh bien, que le directeur renforcer l'école pour sauver la vie de ces gens. Maintenant, les résidences privées, il faut mettre des crédits à disposition de gens pour renforcer les bâtiments. Ensuite, mettez un programme de sensibilisation dans les écoles et dans toutes les communes pour apprendre aux gens quel comportement pour gagner. Si on est dans la caillou, si c'est dehors qui est, si c'est bol en mer qui est par le tsunami, quel comportement pour gagner face à tsunami ça pour que vague la mer pas prendre. Donc, il y a des mesures de prévision, de prévention pour qu'ils prennent dans le Grand Nord pour mieux aménager l'espace. Parce qu'il y a des pentes, tout pas oublier que Haïti est un pays montagneux. Donc, pentes sont capables de provoquer des glissements de terrain. Là, plein il y a un problème de liquéfaction de sol. Donc, c'est toute mesure sérieuse pour nous contrôler, pour nous limiter les dégâts. Maintenant, au niveau du patrimoine historique, Sans-Souci et citadelle de la Ferrière, eh bien, il est bon pour Sans-Souci, une évaluation qui est faite après du feu, pour nous voir dans quel état qu'il est, pour nous reconstruire rapidement. Et la reconstruction, il faut un renforcement qui est fait pour que le bâtiment ne soit pas effondré. Il en est de même de la citadelle de la Ferrière. Un projet actuellement pour la citadelle là, nous avons souhaité que, eh bien, tenu compte de phénomènes sismiques là, pour que nous renforcions les bâtiments, pour que nous ne pas perdions, même gens que nous avons perdu la cathédrale de Port-au-Prince, 10 ans après, nous avons jamais construit. Pas oublier qu'en 1942, la cathédrale du Cap Haïtien était détruite. Et nous sommes obligés d'attendre un siècle plus tard, sous le président Lescaut, pour reconstruire la cathédrale. Donc la reconstruction n'est pas facile. Ça demande de l'argent. Surtout qu'on y est, on va gagner le cob. Donc, il faut pratiquer la prévention, la prévision, pour nous capables de sauver les vies, sauver les biens et sauver le patrimoine historique. Bon, on a fini pour nous dire slogan, ce n'est pas une fatalité, c'est parer pour nous parer. Et parer veut dire prévision, préparation.